Et voilà, écoutez, on va commencer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Et puis, moi, je vais les prendre petit à petit. Soit on les posera à la fin à Emeric, ou soit on pourra, enfin, je pourrais le couper parfois pendant sa présentation, si jamais la question va bien avec ce qu'il est en train de raconter. Eh ben, écoutez, si c'est tout bon pour vous, Emeric, je te laisse remettre ton micro et puis je te laisse te présenter et puis commencer la présentation. Bonsoir à tous. Donc, Aymeric Rossia, pour ceux qui me connaissent, je suis docteur en biologie végétale en fait. J'ai quand même beaucoup bossé sur l'ADN, notamment les phylogénies, etc. Et puis, depuis plusieurs années, je m'intéresse au genre Pimicula, donc vous avez peut-être vu passer quelques publications que j'ai pu faire entre-temps. Donc, c'est là-dessus que je vais vous présenter. Alors, tu me dis, Arthur, si c'est tout bon, si ça s'affiche correctement. Ouais, c'est bien. Là, on voit ton. Ouais, voilà, parfait. Écoute, je te laisse, je coupe la caméra et le micro. Nickel. Donc, le genre Pimicula, c'est quand même plus d'une centaine d'espèces, donc je ne vais pas toutes les faire ce soir non plus. Le but, c'est vraiment de vous présenter les dernières, d'en discuter 2 minutes, de voir comment on peut les distinguer, où c'est qu'on les trouve, et puis éventuellement si ce sont des bonnes espèces ou des espèces un petit peu fallacieuses, on va dire. Bon, après, c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi, vous en aurez peut-être une différente. Mais en tout cas, voilà, vous aurez quelques arguments que je développerai au fur et à mesure en fonction des espèces qu'on va voir. Pourquoi j'ai choisi 2016? Parce que 2016, c'était vraiment la dernière révision qu'il a pu sortir, avec 2 bouquins que certains ont eu, que d'autres ont du mal à trouver, visiblement, en ce moment. Le premier qui traitait des espèces de l'hémisphère nord, donc tout ce qui était tempéré, grosso modo, plus les américaines de la région de la Floride. Le deuxième bouquin, c'était sur l'Amérique latine, alors vraiment au sens très large, c'est-à-dire les espèces qui poussent du Mexique jusqu'à la Terre de Feu, tout au sud de l'Amérique. Euh, j'ai choisi cette référence parce que c'est vraiment la dernière dans le genre. Il y a probablement d'autres choses qui vont sortir entre-temps, mais c'est vraiment celle qui faisait le tour des espèces à ce moment-là. Il en manque, bien sûr, depuis, il y en a quand même beaucoup qui sont sortis. Mais voilà les 94 espèces qui avaient été publiées dans ces 2 bouquins. Je vous ai mis un code couleur pour repérer celles qui venaient d'Afrique ou d'Europe. Afrique du Nord, sachant qu'il n'y en a que 2. Hein. Aux Antilles, on a aussi un autre centre de diversité qui est assez important, avec pas mal d'espèces. L'Amérique centrale et notamment le Mexique, qui est le gros centre de diversification du genre. Amérique du Sud, on a quelques espèces, et il y en a de plus en plus, qui sont décrites. Et Amérique du Nord, où on en trouve quelques-unes, notamment celles qui poussent autour de la Floride. Et en bas, à droite, je vous ai mis 3 hybrides, qui sont les 3 seuls hybrides décrits à l'heure actuelle, mais sachant qu'on en connaît quand même beaucoup d'autres. Pour représenter ça sur une carte, donc on a ici, au niveau de l'Europe, un maximum d'espèces. En France, grosso modo, on en a 10. On en a 10 aussi en Italie et 9 en Espagne, donc ça représente quand même un sacré paquet d'espèces. Il y en a d'autres qui arrivent, il y en a d'autres qui ont été trouvés. Ça va être publié, mais pour l'instant, voilà. On est sur un petit centre de diversification autour de la Méditerranée. Et l'autre grand centre de diversification, c'est au Mexique, où à l'heure actuelle, il y a une quarantaine d'espèces qui sont décrites. Plus, on verra, je vais vous en présenter une nouvelle qui va être décrite d'ici quelques mois. Je sais que la publi a été donnée aux reviewers. Reste que ça n'a toujours pas été sorti, publié pour l'instant. Et l'autre gros centre, ça va être autour de la Floride et autour des Antilles, donc surtout Cuba, avec une quinzaine d'espèces. 86 espèces considérées comme valides dans le travail de 2016. 5 On en parlait de 5 autres qui étaient à publier. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres qui vont être découvertes et aussi décrites.
Juste au moment où on a sorti le bouquin de 2016, il y avait Pinucula latanziae qui est sorti, qui vient du mont Giona, donc c'est aux alentours de Gênes, dans cette région en Italie. Euh, que dire de cette espèce? Alors moi, je la trouve assez fallacieuse parce que grosso modo, elle a été décrite d'après des données de séquençage pour une différence qui est franchement très très mineure. Et puis après, quand on voit ben voilà, l'espèce, hein, vous l'avez là sous les yeux, honnêtement, c'est du vulgaris, tout ce qui est plus banal, quoi. Je vois pas franchement de différence. En 2017, on a eu une jolie publication d'Oliver Gluck, donc un Allemand, que certains connaissent parce que c'est quand même un grand nom qui cultive pas mal de plantes carnivores. Il nous a sorti une publi dans laquelle il nous a cité Pinucula australandina, euh, qui pour moi n'est simplement qu'un synonyme de Pinucula chilensis. Il a été décrit notamment vis-à-vis de ce spécimen que vous voyez de par Derbier, où il y a marqué isotype, qui est le type de Pinucula, pardon, Pinucula, je vais y arriver, antarctique, euh, avec une hauteur de hampe qui est assez importante. On est dans les alentours de 9 cm et demi. Et pour lui, c'était beaucoup trop grand pour être du Pinucula chilensis. Donc, il y a eu tout un quiproquo là-dessus. Sachant que, comme vous voyez sur la photo que j'ai prise à Michael Belav, qui est un Chilien, il nous a fait une jolie photo de cette Pinucula chilensis où on est en pied vraiment, vraiment très grand, qui fait, je crois que j'avais mesuré 8 cm et demi. Sachant aussi que la hauteur de la hampe varie énormément entre le moment de l'anthèse, donc là en pleine floraison, et le moment où on arrive à la fructification, où la hampe continue à se développer. Donc l'argumentaire vraiment pour invalider Pinucula chilensis et du coup donner le nom de Australandina était vraiment sur cette hauteur de hampe. Et moi, je trouve ça quand même très fallacieux. Donc, c'est pour ça que j'avais sorti une autre publication après coup pour essayer d'invalider ça. Mais le nom Pinucula australandina est resté quand même dans les mémoires. Il nous a sorti une autre espèce que j'ai assez du mal à reconnaître en tant que telle. Elle ressemble énormément à Pinucula chilensis, donc Pinucula nahuelbutensis, parce qu'elle a été décrite du parc naturel national de Nahuel Buta, ici au Chili. La différence majeure, c'est cette hampe qui est extrêmement courte et elle est censée développer des stolons, comme on voit sur la photo en bas à droite. Caractère qui, ma foi, se retrouve un petit peu chez Chilensis quand même. Et puis, bon, faire une différence juste sur la hauteur de la hampe, ça me paraît très pauvre quand même comme différence. À la limite, comme une population distincte, je veux bien, comme une espèce à part entière, j'ai un petit peu du mal. Mais bon, à la limite, c'est celle que j'accepte le mieux des deux. En 2017, une autre espèce qui est sortie, c'est Pinucula pygmea, une espèce que vous avez peut-être déjà vue en photo plusieurs fois. C'était des expéditions de Fernando Rivadavia et de Edouard Reed en Mexique, dans la province de Oaxaca, pardon. Ils nous avaient trouvé une toute petite espèce vraiment minuscule, hein. Ici, par exemple, vous voyez Pinucula crenatiloba comparé à l'index de Fernando. Et ben là, par exemple, comparé au pouce de Fernando, je crois que c'est toujours une photo de Fernando Rivadavia, vous voyez que l'espèce est vraiment minuscule. On n'atteint même pas 2 cm pour la fleur. D'où le nom de la grassette pygmée, tout simplement. Je vous ai mis à côté Crenatiloba, Lilacina et Takaki, qui sont les espèces les plus proches de Pygmaea. Niveau taille, on est assez proche de Crenatiloba, mais niveau corolle, ça se rapprocherait un petit peu plus déjà de Lilacina et Takaki, notamment avec les lobes, comme vous voyez, qui sont entiers, alors que chez Crenatiloba, on a plutôt des dents au bout de chacun des lobes.
Voilà, c'est une très jolie petite espèce qui est assez peu connue, mais et surtout qui est passée largement inaperçue à cause de sa toute petite taille. Étant donné qu'avec Renatiloba, ce sont deux seules espèces réellement annuelles dans le genre, bah, il faut passer au bon moment, tout simplement pour l'avoir. C'est très certainement pour ça que pendant des années, elle est passée complètement inaperçue. Emric, je Oui, te coupe 2 secondes. dis-moi. On a une question dans le chat de Sébastien qui dit est-ce que ces nouvelles espèces sont répertoriées quelque part? Est-ce que c'est toi qui as suivi en fait les publications, etc. Ou est-ce qu'il y a un endroit où on peut peut-être voir ou suivre, je ne sais pas, les nouvelles espèces qui sont décrites, par exemple? Alors là, effectivement, c'est moi qui ai suivi toute la littérature. Étant donné que je suis en train d'écrire d'autres pubis, donc il faut forcément que je sois à jour. J'essaye de ne pas en louper, a priori j'en ai loupé aucune. Sinon, pour suivre les nouvelles additions, c'est l'IPNI, mais parfois il y a un petit peu de retard quand même. Donc il faut vraiment veiller à la sortie de chacune des publications. Si les gens suivent Facebook, en général, on les voit passer sur Facebook aussi, les publis. C'est quoi le nom de l'organisme là que tu as dit? Où on pouvait les Euh, suivre? c'est l'Institut IPNI, je crois que ça s'appelle. Euh, j'ai plus le. C'est un acronyme, mais du coup, je me souviens plus exactement ce qu'il veut dire. IPNI? Ok. International Plant Nomenclature. Ouais, un truc Ouais, comme ça. je vais chercher, je vais essayer de chercher pendant que tu fais ta présentation et si je trouve, je le mettrai dans le chat. Ça marche. Ok, merci. De rien. 2018, on a eu le droit à une très très belle publication de 4 nouvelles espèces. Alors je mets espèces entre guillemets parce qu'on va voir que c'est pas tout à fait exactement le cas. Mais en tout cas, 4 jolis taxons qui sont assez bien discriminés du reste. La première, par ordre alphabétique, c'est Pinucula casperi, qui vient de cette région du Mexique qui est, on va dire, à cheval entre du sec et de l'humide. Comme vous voyez, on a du sol qui est relativement sec, même si elle fréquente un peu les bords de ruisseaux. Pinucula casperi, nommé en l'honneur, bien sûr, de Casper, de Joyce Casper, donc notre grand taxonomiste du genre Pinguicula, que vous connaissez très certainement de nom, et qui nous a quittés l'année dernière. C'était la première espèce qui a été dédiée en son nom. Et espèce entre guillemets, parce qu'en fait, même dans la publication qui est sortie, ils nous disent que c'est en réalité un hybride entre Pinguicula parvifolia et Pinguicula oblongiloba. Et effectivement, sur le terrain, visiblement, le Pinguicula casperi se trouve bien à la zone de contact entre Pinguicula parvifolia et Pinguicula oblongiloba qui poussent à une dizaine, vingtaine de mètres l'une de l'autre. Alors, comme vous voyez ici sur la photo en bas à droite, c'est quand même assez proche de parvifolia, mais on voit, et c'est assez bien distinctif sur les parts d'herbier, que les sépales sont quand même très triangulaires et très largement triangulaires. Alors que chez Parvifolia, elles sont étroitement triangulaires. On en voit un, par exemple, ici, qui est très, très étroit. Alors qu'ici, ils sont extrêmement larges. L'autre chose, ce sont ces lobes qui sont plus larges en général que chez Parvifolia. Et on voit une plante qui est quand même relativement énorme par rapport à Parvifolia et par rapport à Oblongiloba. C'est probablement dû à un phénomène qu'en sciences végétales, on appelle la vigueur hybride. En général, un hybride est plus grand que ses deux parents. Donc, c'est encore un argument en faveur de l'origine hybride de cette espèce, entre guillemets. Euh, et puis, on a eu une autre publique qui est sortie un petit peu plus tard où ils analysaient pardon, les graines. J'avoue que je ne vais pas trop en reparler parce que je ne comprends pas trop leur conclusion qui, pour moi, va complètement à l'encontre en fait, de ce qu'ils montrent. Donc, j'avoue que je ne comprends pas tout à fait. Mais voilà. En tout cas, pour moi, hybride, ça me paraît très clair. Juste une question, Emric. Ouais. Les hybrides de Pinguicula peuvent faire des graines, du coup, ils ne sont pas tous stériles.
Alors, on a une partie des hybrides qui sont stériles, comme Scully et Grisivodanica en France. Mais on en a d'autres, et c'est notamment le cas chez les Mexicaines. Les Mexicaines sont, donc la section Temnoceras, sont très souvent fertiles. Très, très Ok, souvent. ok, ok, D'où le merci. nombre assez impressionnant d'hybrides qu'on trouve sur le marché, qui ont été faits par des amateurs. Alors Ouais. que pour les Pinguicula européennes, c'est très compliqué d'en trouver, au contraire. Et on a une idée de pourquoi les Pinguicula européennes seraient stériles alors que les mexicaines seraient moins stériles ou pas stériles du tout? Rien de démontré, mais mon hypothèse, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est que chez Temnoceras, donc les Mexicaines, en général, on a un nombre de chromosomes qui est de 22 pour quasiment toutes les espèces. Du coup, une hybridation qui est relativement facile entre, et du coup, elles deviennent fertiles, étant donné qu'on n'a pas de triploïdes, etc. Alors que chez les européennes, on a un nombre de chromosomes qui va euh, du diploïde jusqu'à l'octoploïde, voire un petit peu plus, il me semble, pour Apuana. Ce qui fait que, en fait, quand vous croisez un tétraploïde et un octoploïde, ça donnera un hexaploïde qui, lui, sera stérile, en général. Donc, par exemple, Scully, qui est un hybride entre Grandiflora, qui est un tétraploïde, et Vulgaris, qui est un octoploïde, ça nous donnera du coup un hexaploïde. Ce que j'avais bien montré d'ailleurs en faisant des comptages chromosomiques chez Grisivodanica, c'était un hexaploïde. Et du coup, on obtient quelque chose de stérile, tout simplement. Donc quand tu dis tétraploïde, hexaploïde, etc., c'est le nombre de copies des chromosomes, hein, c'est ça? C'est le nombre de copies de chromosomes, ouais, c'est ça. Donc tétra, c'est 4, Tétraploïde, il y en aura octo, 8, etc., etc. plus. Exactement. Ok, merci. Voilà. Même publication, Pinguicula michoacana, comme son nom l'indique, ça vient de l'État de Michoacán au Mexique. Euh, que dire, mis à part que pour moi, c'est un banal synonyme de Oblongiloba. Alors, Oblongiloba, en général, quand on en parle, vous avez cette photo, enfin, ce morphe en particulier dans la tête avec des lobes qui sont très étroits. Mais si on regarde des photos prises dans la nature, on trouve aussi des plantes avec des lobes très larges. Et en fait, Michoacana rappelle vraiment, pour moi, elle rentre tout simplement dans la variabilité de cette espèce. Elle a été décrite d'un tout petit canyon, elle serait endémique de ce canyon-là. Reste que c'est une population à pétales plus large que la normale, on va dire. De là en faire une espèce, je suis pas convaincu. Toujours la même publication, et là on rentre vraiment dans de très très jolies espèces. C'est Pincula rzedoskiana, qui a été nommé en l'honneur de ouais, Jerzy Rzedowski, pardon, quand même compliqué à dire ce nom-là. Une très belle espèce avec des fleurs rouges assez voyantes. Une, euh, une rosette, alors ici sur la gauche, vous avez la rosette d'hiver qui ressemble assez aux rosettes de saxifrage qu'on peut trouver en France, Saxifraga longifolia par exemple. Et ici, vous avez quelques feuilles de la rosette d'été qui sont très très longues, très très fines, linéaires, et qui ne va pas s'en rappeler tout simplement les feuilles de Pinguicula calderonier. Et au niveau des fleurs, on s'en rapproche un peu, mais on a quand même quelques différences. La plus grosse différence entre Calderonier et Rzedowskiana, ça va être au niveau de la rosette d'hiver. Donc ici, je vous avais dit que la rosette d'hiver ressemble beaucoup à une rosette de saxifrage. Ici, on est plutôt sur un genre d'oignon avec plein de feuilles d'écailleuses tout autour. Pour le reste, des feuilles linéaires en été et sur la corolle, ce qu'on verra dans la diapo suivante, ce qui est remarquable, c'est qu'elles appartiennent à la section longitubus, c'est-à-dire que le tube de la corolle est extrêmement long. Adaptation probablement à des pollinisateurs, j'imagine, mais il n'y a pas eu d'études bien sûr là-dessus.
Et l'autre chose qui est assez remarquable, c'est qu'en fait, Rhizosciana et Calderonia poussent exactement sur la même montagne, mais Calderonia à l'est, sur le versant est, et Rhizosciana plutôt sur le versant ouest. Du coup, ben, on peut très facilement imaginer que la rosette d'été, qui est la même, correspond très certainement à une convergence évolutive entre les deux. Là, ce qui me fait dire ça aussi, c'est que la corolle, en général, on donne plus d'importance en taxonomie à la corolle qu'à la partie végétative, et la corolle est relativement similaire entre les deux. Donc, ce serait une même espèce, mais qui aurait développé au fur et à mesure, tout simplement, des rosettes d'hiver différentes. Petite Reste question, que, petite question à la volée, Emeric. C'est quoi le pollinisateur du coup des Pinguicula mexicaines? Parce que vu qu'elles ont un éperon comme ça derrière la fleur, c'est pour probablement donner du nectar, j'imagine. Ce serait quoi? Des papillons? probablement des papillons. Des Alors, au colibris sinon? Mexique, ben, en fait, voilà, je voulais en arriver là. J'imagine que sur des longitubus, donc dans cette section, on retrouve Zedosciana, Calderonier, Loeana, Hemiepiphytica, euh, Crassifolia et Utricularioides. J'imagine qu'elles sont potentiellement pollinisées par des colibris. Ouais. C'est pas impossible. Mais on n'a aucune donnée écologique là-dessus, par contre, hein, qu'on soit clair. Ok, ok, merci. Alors, comme je disais, convergence évolutive à partir d'une même espèce qui a une fleur, voilà, longitubus, des feuilles d'été très développées, mais la rosette d'hiver est différente. Par contre, on a aussi Pinucula robertiana, et alors là, comme vous voyez sur les rosettes autant d'hiver que d'été, c'est exactement la même chose que pour Zedosciana. Par contre, au niveau de la corolle, alors là, ici, vous voyez vraiment le tube extrêmement long qui est caractéristique de la section longitubus. Et ici, vous voyez un tube relativement court et qui est la distinction avec l'éperon, elle est très marquée à ce niveau-là. Alors qu'ici, la délimitation, elle se trouve ici. Vraiment, l'éperon, il est dans le prolongement du tube. La différence, elle se voit quasiment pas. Au début, moi, j'ai vraiment cru qu'en fait, Robertiana n'était qu'un morphe blanc de Zedosciana, mais quand on compare vraiment la vue latérale de la fleur, il n'y a aucun doute, les deux sont vraiment très distincts. Du coup, là encore, Robertiana pousse sur le versant est de cette même montagne, alors que Zedosciana pousse sur le versant ouest. Et là encore, on peut être sur un cas de convergence évolutive. Alors du coup, qu'est-ce qui converge, qu'est-ce qui diverge? C'est là où ça devient problématique. Est-ce que c'est vraiment la rosette à la base qui est la même et c'est la corolle qui a divergé, ou alors les corolles étaient à la base les mêmes et c'est la rosette qui a divergé? Alors là, j'avoue que d'habitude, on considère que c'est la fleur qui mute le moins par rapport à la partie végétative, mais alors là, quand je vois ce cas-là, je commence vraiment à m'interroger. Alors, on parlait tout à l'heure des pollinisateurs, c'est pour ça que j'ai mis cette photo ici en insert, c'est qu'on voit aussi des petites mouches qui vont venir polliniser Robertiana. A priori, venir polliniser. Bien sûr, il faut des études plus poussées, mais en tout cas, elles viennent visiter l'intérieur de la corolle de Robertiana, ça c'est sûr. Emeric, je te coupe encore. On a pas mal de questions un peu, entre guillemets, générales dans le chat. On peut peut-être faire Ouais, une petite pause, si ça te dit, pas de pour souci. prendre un peu les questions. Alors, il y avait une question de Sébastien qui disait, il faut combien de temps en général pour nommer une nouvelle espèce? Parce que tu sais, au début, tu as dit que, il y avait probablement des nouvelles espèces qui allaient être décrites, etc. Et du coup, combien de temps ça prend tout le processus pour nommer une espèce? Alors, ça peut être extrêmement rapide. Si on a tous les caractères distinctifs, on écrit la publi. Franchement, si on s'y met correctement, en un mois ou deux, c'est écrit. Après, il y a le processus de reviewing de la publication qui, lui, peut prendre un peu plus de temps. Mais grosso modo, en 6 mois, allez, grand max, on peut sortir déjà une nouvelle espèce. Par contre, en général, alors je reviens sur Pygmea, par exemple. Fernando Rivadavia et Edouard Reed l'avaient vu en
2002 ou 2003. Je me souviens plus exactement l'année à laquelle Fernando était au Mexique. Je crois que ça doit être 2003. Et on voit qu'elle est sortie en 2017 quand même. Parfois, pour certaines, on verra des exemples. Euh, c'est des espèces ce sont des plantes qui ont été récoltées et qui ont été décrites vraiment très largement après. Si, il y a peut-être un exemple, justement, je l'ai cité tout à l'heure, c'était Pinucula utricularioides, récolté fin des années 40, début des années 50 par un scientifique, un botaniste américain, je crois, McDouglas, je crois, et qui est sorti à la fin des années 90. Donc là, on a déjà carrément une quarantaine d'années qui sont passées entre les deux. Ouais, c'est ça, parce que pour décrire une espèce, du coup, il faut avoir un échantillon pour mettre dans les herbiers, il faut faire une description complète, il faut écrire l'article en anglais, il faut le soumettre à un journal, il faut que le journal accepte, il faut qu'il soit revu par d'autres scientifiques qui disent OK, ça a l'air de fonctionner, etc., etc. Donc ça peut prendre quand même un certain temps, quoi. Ça peut prendre beaucoup de temps, et puis bah, il y a certaines plantes qu'on connaît depuis très longtemps, mais on n'a pas vu les différences. On n'a pas mis en évidence plutôt les différences avant récemment, tout simplement. Mais on savait déjà que ça existait, quoi. On verra quelques cas justement. Mais voilà, le processus, ça peut être extrêmement rapide, comme ça peut prendre des années, voire pour certains cas, à mon avis, on est plutôt sur des centaines d'années entre la découverte de la plante, sa mise en herbier et sa description formelle plus tard. Ok, merci. Une autre question de Boris qui dit, d'un point de vue fonctionnel, quel est l'avantage d'une ploïdie strictement plus grande que deux? Donc à quoi ça sert d'avoir plus de deux paires de chromosomes en fait? Alors, je ne peux pas répondre pour le genre Pinucula, parce que ça n'a pas été prouvé, mais je vais me baser par exemple sur les roses, où on a fait quand même des études là-dessus, où ça a été écrit dans des publications. C'est que plus les rosiers avaient une ploïdie élevée, plus ils étaient adaptables et ils pouvaient survivre à des conditions adverses, notamment de froid ou au contraire de chaud. Donc ça peut, étant donné qu'on a plus de copies d'un même gène, il est plus susceptible de muter, d'y avoir des mutations, et notamment des mutations bénéfiques pour la survie de l'espèce. Ah, c'est marrant, punaise, parce que moi j'aurais dit l'inverse justement. Le fait qu'il y ait plusieurs copies, ça évite, enfin, ça stabilise un petit peu entre guillemets les gènes en fait. J'aurais dit ça de base, mais ok, ah, c'est intéressant. Bah, on a eu des cas inverses, ça a été documenté par exemple sur Pinguicula ramosa, qui vient très certainement d'un très très vieil hybride et qui a réduit son nombre de chromosomes et qui est maintenant inféodé à une toute petite région du Japon. Il y a très peu de chances qu'elle en sorte, étant donné que, ayant réduit son matériel génétique, il y a moins de chances qu'elle s'adapte à de nouvelles conditions. Ok, merci. Allez, encore une ou deux petites questions un peu générales Ouais. comme ça, puis après je te laisse reprendre. C'est Sébastien qui nous dit pourquoi on ne peut pas croiser une pinguicula mexicaine avec une pinguicula européenne. Le nombre de bases de chromosomes est complètement différent. Donc ça ne marchera pas. Oui, c'est comme certaines Drosera qu'on ne peut pas croiser non plus entre elles, quoi. Oui, et plus la distance génétique entre les espèces est grande, moins il y aura de chances d'avoir un hybride. Ok, et dernière petite question, après je te laisse reprendre de Boris encore Ouais. une fois, qui dit d'une manière très générale au sein d'une population à quel point la structure de la fleur est variable. Enfin, ça, j'imagine que c'est un débat sans fin, mais si jamais tu as une C'est réponse. À partir ouais, de quand, en gros, on est dans la même espèce avec de la variabilité et à partir de quand, en fait, on n'est plus dans la même espèce, quoi. Parce que nous, on a un peu l'habitude de décrire les plantes comme des espèces dans des boîtes un peu fermées, alors que des fois, il y a un peu un espèce de continuum entre plusieurs espèces, sous-espèces, variétés, etc., non? c'est exactement ça. En fait, cette limite entre espèces, elle est propre à chaque auteur, on va dire. Moi, j'aurais pas forcément exactement les mêmes délimitations que d'autres. Je sais que, par exemple, l'exemple le plus frappant, vraiment, c'est chez les orchidées, et notamment le genre Ophrys. Si on prend les Italiens, à chaque fois qu'il y a une toute petite différence, on a tendance à faire une nouvelle espèce. En France, on a Pierre Delforge qui est exactement dans ce cas-là. À chaque fois qu'il y a une toute petite différence,
et c'est souvent du coup, c'est une même population qui devient une espèce, ou alors on a des gens qui ont tendance à avoir des espèces extrêmement variables. Euh, et du coup, on a d'autres bouquins sur les orchidées qui considèrent un nombre beaucoup moins important d'espèces d'ophrys, d'espèces d'orchidées tout court. Ça dépend vraiment de la vue de chacun. Là, c'est très bien ce qu'on a sous les yeux, c'est que, ben, par exemple, on a Lilacina, Takaki, et j'ai pas mis Sharpie à côté, qui sont trois espèces qui se ressemblent énormément, tant au niveau de la rosette qu'au niveau de la fleur. Et alors là, trouver une délimitation nette entre ces trois morphes, c'est un peu compliqué. Lilacina, maintenant, Sharpie est maintenant considéré comme un synonyme de Lilacina par quand même pas mal de monde. Tout simplement un morphe tout petit, vraiment à peine plus grand que Crenatiloba, un morphe tout petit de Lilacina. Takaki, là, c'est encore débattu, mais ça pourrait être juste un écotype qui pousse sur du gypse. Et du coup, l'écotype détermine un peu la couleur un peu plus foncée, l'éperon peut-être un peu plus gros que chez Lilacina. Ok, super, merci. Bah, écoute, je te laisse reprendre. Et juste pour préciser, il y Ouais. a François May qui dit qu'on peut aussi écrire des articles en français, surtout pour décrire des espèces, et c'est vrai. Oui, exactement, oui. D'autant plus si elles sont découvertes en France, il n'y a aucun souci pour publier dans Acta Gaica, mais je crois qu'elle a changé de nom, elle la publie maintenant. Et oui, ça peut être fait. Ouais, tout à fait. Alors, on en était à Olmeca, sortie en 2018, elle aussi. Là, on a eu récemment pas mal d'espèces qui ont été décrites avec une absence de rosette d'hiver. Il n'y a que des feuilles d'été. Il n'y a aucune rosette d'hiver. Alors, on verra les autres plus tard. Olmeca, elle est originaire du pays Olmec, hein. Les Olmecs, c'était un ancien peuple du Mexique. Juste à côté d'un site archéologique, justement, elle a été trouvée, cette grassette. Et grosso modo, je crois qu'il y a une ou deux populations grand maximum de cette espèce. À quoi on la reconnaît? Ça se voit très bien sur cette photo, c'est que l'éperon fait la longueur de la hampe florale. Voilà, c'est vraiment son caractère très distinctif. Pas de rosette d'hiver, l'éperon à la longueur de la hampe, et vous avez cette espèce-là. Bon, pour l'instant, je ne vois pas d'objection. On verra ce qui sort plus tard, voir si on a on va dire des intermédiaires entre d'autres espèces et celle-là. Mais a priori, ça semble être une bonne espèce. Allez, on va passer sur le continent européen cette fois. Pour une fois, on trouve des nouvelles espèces par chez nous. Pinucula saeterbensis, qui vient d'une toute petite région. Alors, c'est un canyon où, à l'heure actuelle, on ne connaît que 4 populations, qui est du côté de Valence, en Espagne. D'où le nom, en fait, c'est l'ancien nom de cette région en romain. C'est une plante qui ne va pas s'en rappeler Pinucula mundi, Pinucula vallisnerifolia, notamment grâce à ses feuilles qui sont très allongées, ses feuilles d'été très allongées. Au niveau de la fleur, on a quand même quelque chose qui se rapproche pas mal de mundi et de vallisnerifolia. Alors chez mundi, en général, on le voit un petit peu ici, c'est que la gorge est très foncée. Ici, au contraire, on a une gorge blanche qui va se rapprocher de vallisnerifolia. Jusque-là, je considère en général comme une bonne espèce jusqu'à preuve du contraire. Niveau génétique, elle est un petit peu différente de Vallis nerifolia. Ça pourrait être juste une population en fait de Vallis nerifolia, mais bon, quand même. Je la trouve assez différente. Et puis l'autre chose qui me fait dire que c'est une espèce différente, c'est que, alors on le voit par exemple ici, le bout de la feuille est très arrondi, alors que le bout de la feuille chez Vallis nerifolia est au contraire aigu. Et puis, l'autre différence qu'on ne voit pas sur cette photo, c'est que Vallis nerifolia a tendance à faire des stolons et Saetabensis, pas du tout, visiblement. On parlait tout à l'heure de la variabilité au sein d'une population. Bah, là, on a un petit exemple avec des fleurs qui sont plutôt rosées sur cette photo-là, qui sont plutôt bleues ici, qui sont plutôt blancs ici.
Donc, en fait, et là est très légèrement rosé sur cette photo-là. Donc, on a quand même une sacrée variabilité dans cette espèce-là. Ce qu'on voit pas, par exemple, ici, c'est aussi la coloration des feuilles qui peuvent devenir extrêmement rouges chez cette espèce-là, à un certain moment de l'année. Notamment là, en automne, elles ont tendance à bien se colorer en rouge. 2018, ça a été vraiment une grosse année où il y a beaucoup d'espèces qui sont sorties. On a une autre espèce qui ne présente pas de rosette d'hiver, qui est Pincula zamudioana, nommée du coup en l'honneur du chercheur Sergio Zamudio, qui est mexicain, et qui a décrit énormément de nouvelles espèces de Pincula. Donc enfin, quelqu'un lui rendait hommage en nommant une espèce en son nom. Au niveau de la fleur, on a quand même quelque chose qui se rapproche d'une oblongiloba. On voit très bien le motif distinctif ici au sein même de la corolle, des lobes qui sont par contre plus larges en général que chez Oblongiloba. Et vraiment, ce qui est très distinctif, c'est cette absence de rosette d'hiver. Elle pousse dans un seul canyon. Et jusque-là, on n'en a pas trouvé d'autres. C'est vraiment un seul canyon. Je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 populations grand maximum qui ont été trouvées. Autre espèce qui ne présente pas de rosette d'hiver et qui, cette fois, provient du Honduras. C'est Pinucula, du coup, hondurensis, tout simplement, décrite en 2019. Et là, c'est tout comme Rzedoskiana, on voit que le tube est très très long et que l'éperon est vraiment dans le prolongement du tube. La délimitation elle doit se trouver quelque part par ici, mais on la voit quasiment pas. C'est vraiment dans le prolongement. Euh, pour avoir vu les spécimens d'herbier, franchement, c'est très très distinctif. Là, malheureusement, on n'a que 2 photos de spécimens vivants. On n'en a pas plus, j'en ai pas trouvé plus. Donc, j'ai pas pu vous en mettre plus. Mais en tout cas, sur les spécimens d'herbier, c'est très très distinctif comme espèce, ce que j'ai pu voir. Il n'y a aucun souci. Alors, une qui va être un petit peu plus délicate à délimiter, c'est Pinucula simulans, d'où son nom, hein, simulans. Donc, elle simule Pinucula gracilis. On voit très bien au niveau de la fleur qu'elle se ressemble absolument énormément, si ce n'est Et encore, c'est peut-être juste de la variabilité de la corolle, hein. Ici, on a un stigmate qui est plutôt foncé, alors qu'ici, il est plutôt blanc. C'est peut-être juste un individu à fleurs blanches qu'ils ont pris ici, hein, tout simplement. Par contre, là où elle diffère beaucoup, c'est sur la rosette d'été. Encore, la rosette d'hiver se ressemble pas mal, mais la rosette d'été de Pinucula gracilis, on voit des feuilles qui sont relativement arrondies, alors que chez Simulans, on a des feuilles qui sont très allongées. L'autre grosse différence, c'est au niveau de l'écologie. Pinucula gracilis, c'est une espèce qui aime bien le sec, alors que Simulans, on le voit très bien ici, elle pousse sur des colonnes, des genres de stalactites qui sont formées à côté d'une cascade. Et donc, les plantes sont accrochées vraiment sur la cascade. 2019, on a une publi d'importance. C'est une des dernières publis, malheureusement, de Casper. Il nous a proposé une révision des grassettes de Cuba et de la République dominicaine. Et du coup, il en a profité pour sortir des nouvelles espèces, notamment Pincula baezensis, qui vient de Baez, donc vraiment dans la côte orientale de Cuba. C'est cette plante-là, assez jolie, ma foi, mais je trouve qu'elle a quand même une grosse ressemblance avec Pinucula bicei. Alors là, je suis désolé, je pensais que la photo est de meilleure qualité, mais bon, on voit quand même les similitudes. L'autre chose qui me fait dire que c'est la même espèce, c'est qu'en fait, les deux poussent à 100, 200 mètres l'une de l'autre. Et grosso modo, si j'ai bien compris les caractères distinctifs, c'est que Baezensis, c'est une forme miniature de bicei, tout simplement. De là en faire une espèce, franchement, je trouve ça assez pauvre comme caractère. Toujours dans le même publi, Pincula moanensis, qui vient du coup de Moa, de la province de Moa, toujours dans la même région. Alors, malheureusement, on a assez peu de photos, mais elle reste quand même assez bien représentative de l'espèce.
avec des feuilles. Alors ici, on ne voit pas trop, mais les feuilles sont assez involutées, donc la marge de la feuille est recourbée vers le haut. Alors qu'ici, les feuilles sont plutôt révolutées, la marge de la feuille a tendance à se replier derrière la feuille. Et au niveau de la corolle, on a une corolle qui est quand même très très ouverte, qui va rappeler d'autres espèces comme Pidicula jacqui par exemple. Je la considère comme une bonne espèce, je la trouve assez distinctive du reste. D'autres caractéristiques distinctives de cette espèce. Emric, est-ce que tu peux juste reprendre Dis-moi. il y a 15-20 secondes parce que je crois que tu as eu un bug. Alors, c'est peut-être moi qui ai eu un bug, mais c'est peut-être de ton côté. Non, non, je vois que mon ordi m'indique que ma connexion n'est pas très stable. Ok. Donc, c'est mon ordi qui a du bug. Je disais que on a des caractéristiques assez distinctives comme une feuille révolutée, une corolle qui est très ouverte, qui va rappeler par exemple Pinicula jacqui ou Pinicula lithophytica. Euh, donc ça en fait quand même une relativement bonne espèce, mais avec extrêmement peu de photos. Et à ma connaissance, pas en culture. Je ne crois pas qu'elle soit en culture. Donc voilà, pour donner d'autres critères distinctifs de cette espèce-là, malheureusement, je ne pourrais pas aller plus loin à l'heure actuelle. Tout à l'heure, on parlait d'espèces qui ont été décrites plus ou moins tardivement après leur découverte. Ben là, par exemple, chez Pincula orthoceras, on ne connaît que des spécimens d'herbiers. On ne connaît pas de photos, par exemple. Donc la description a été basée sur ces spécimens d'herbiers. C'est pour ça que je ne peux pas vous présenter autre chose que cette photo-là. Orthoceras, ortho, donc c'est droit, et ceras, ça fait référence à l'éperon. Que dire? Alors, en dire si c'est vraiment une espèce à part entière ou si c'est juste un morphe particulier d'une autre espèce déjà connue, c'est compliqué. Là, j'avoue que je ne sais pas trop quoi en faire de cette espèce-là, entre guillemets. Reste qu'en tout cas, le nom est pas bon et bien sûr, je en parlerai plus tard dans une autre publication. Et juste, pardon, je te coupe, mais elle a été décrite enfin, avec des coordonnées géographiques précises et tout. Il y a des gens qui sont retournés voir là-bas. Alors, oui, ça, on connaît. Il y a des cartes de la région de Cuba. Là-bas, c'est le parc de Humboldt. La région est quand même bien cartographiée. Les plantes, on sait quasiment exactement où elles sont. Il reste qu'il faut des permis, ne serait-ce que pour aller visiter ça, et encore plus si on veut récolter et décrire des plantes. Donc ça devient compliqué, ça limite beaucoup les choses. Heureusement qu'il y a ce publié d'une ancienne expédition allemande dans les années 60, qui avait rapporté beaucoup de matériel autant vivant que sec à Iéna, où il travaille. Et du coup, il s'est basé là-dessus. Il avait à disposition ce matériel-là. Maintenant, pour avoir du nouveau matériel, et même ne serait-ce qu'aller visiter la région dans des expéditions botaniques, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'avec l'ouverture du pays récente, ça va s'améliorer, mais Oui, c'est ce que j'allais pour dire, ouais. l'instant, Ok. Donc, du coup, on n'est pas, enfin, comment dire, on n'est pas sûr qu'elle se soit éteinte ou que son habitat ait été détruit et tout, quoi. C'est juste qu'on ne sait pas, en fait. ah non, c'est très certainement qu'on est passé une fois sur le site, mais pas deux. Donc pour l'instant, on n'a pas plus de Ok. renseignements. Ouais. Ok, ok, merci. L'année 2020, on a eu Picula Bustamante, qui s'appelle Bustamanta, justement, qui est dans la province du Nuevo León, si j'ai bonne mémoire, dans le nord du Mexique, qui est une région en général relativement sèche, mais il y a quelques montagnes avec des sommets un petit peu plus humides. Elle vient d'une région qui est relativement proche de Pinicula simulans, qu'on a vu tout à l'heure. À première vue, quelque chose de très proche de Pinicula lilacina quand même. Ça se rapprochait énormément au niveau de la fleur. Reste que la fleur est moins colorée. En général, elle est quand même avec de la couleur violette sur les lobes, mais des raies noirs pardon, marron sur le tube qui sont moins marqués.
Et on connaît aussi en culture donc, ce morphe-là qui est complètement blanc. On voit par exemple ici que le stigmate il est jaune, alors que normalement chez Bustamante et chez Liliacina, il est bien coloré. L'autre critère qui va être distinctif, c'est la forme des feuilles. Ici, on voit qu'elles peuvent être quand même assez allongées, alors que chez Liliacina, elles ont plutôt tendance à être relativement rondes. Et enfin, dernier critère qui se voit très très bien sur cette photo-là, c'est que sur la face dorsale de la feuille, on a aussi un certain nombre de glandes, quasiment autant d'ailleurs que sur la face ventrale. Il y a très peu d'espèces qui font des glandes sur la face dorsale. Donc c'est vraiment un caractère distinctif. Alors, de là en faire une espèce, moi j'ai tendance à dire oui, il y a assez de critères distinctifs, mais certains autres auteurs pourraient l'avoir tout simplement comme une variante nordiste pardon, de Pinicula liliacina. Tout comme Sharpie pourrait être une variante sudiste de Pinicula liliacina. Dernière espèce décrite par Casper, malheureusement, Pinicula rosemariae, qui a été nommée en hommage de sa femme, Rosemary Zemper, qui l'a beaucoup aidé pendant toutes les années où il a étudié le genre Pinicula. C'est une espèce qui vient de cette région du Pérou, très très proche quand même de l'équateur et très très proche de populations de Pinicula californica, qui ressemblent énormément. Ce qui permet de la distinguer, c'est cette rosette de feuilles qui est assez lâche, avec des feuilles qui sont très larges, avec un sommet qui est assez arrondi, alors que chez Caliprata, vous voyez une rosette qui est typiquement en forme d'étoile. Sur la rosette, vraiment, ça se distingue relativement bien. L'autre grosse différence, ça va être au niveau de l'éperon. Ici, vous voyez un éperon qui est quand même très très gros, alors qu'ici, il est quand même tout petit, avec en général un angle par rapport au tube chez Caliprata, et au contraire dans l'alignement du tube chez Rosemary. Il y a, je crois, 3 populations à l'heure actuelle qui doivent être connues de cette espèce-là. Tout à l'heure, on parlait du processus de description d'une espèce. Ben, celle-là, elle a été d'abord trouvée dans des parts d'herbiers avant que des gens aillent sur le terrain justement chercher et prendre les photos que vous voyez là, tout simplement. On revient en Europe avec une autre espèce qui a été publiée dans une publi de 2020. Alors, une publi où en fait, il y a 2 nouvelles espèces et une ancienne espèce qui a été ressuscitée. Mais comme on verra, mis à part Casperiana, je considère que les autres ne sont pas des bonnes espèces. Casperiana, c'est ce qu'on appelait jusqu'à présent Pinicula, l'espèce de la hausse de Beteta, parce qu'elle pousse vraiment dans le canyon de Beteta, dans le centre de l'Espagne, dans la province de Cuenca, très proche de Dertozendis, avec laquelle elle a été vraiment souvent confondue, mais elle s'en distingue notamment avec des lobes de la corolle qui sont souvent très écartés, alors qu'ils sont au contraire souvent jointifs chez Dertozendis. L'éperon est proportionnellement au reste de la corolle assez allongé chez Casperiana, il est en général plus court chez Dertozendis. Au niveau de la capsule, ça se repère très bien. On a une capsule ronde chez Dertozendis et qui est plutôt piriforme. Alors même là, si j'ai pris une photo qui est assez jeune, d'une capsule assez jeune, donc ça se voit assez mal, mais quand elles sont plus vieilles, ça se voit très bien. Elle a une forme plutôt conique. Pour les graines, là aussi, j'ai pu mettre en évidence une différence. On a des graines qui sont plutôt petites chez Dertozendis et qui sont déjà plus longues chez Casperiana. Et chez Casperiana, la longueur de la graine est intermédiaire entre Dertozendis et Mundi, tout simplement. D'ailleurs, certains chercheurs espagnols considéraient que Casperiana était simplement une variante nordiste de Mundi. Reste que ça n'a pas du tout le même aspect au niveau de la rosette d'été. Ah oui, l'autre critère distinctif entre Casperiana et Dertozendis, c'est que là, sur la rosette de printemps, vous voyez que la marge des feuilles, elle est plate chez Casperiana, alors qu'ici, elle est involutée chez Dertozendis. Donc là aussi, c'est un autre critère distinctif. Donc, on va passer à
Donc, vous voyez, décrite en 96, cette espèce-là, subméditerranéen, et du coup, les chercheurs dans la même publication que Casperiana en ont profité pour ressusciter cette espèce-là en tant qu'espèce à part entière, qui avant était simplement considérée comme Dertozensis. Honnêtement, moi, à l'heure actuelle, je ne vois toujours pas de différence avec Dertozensis. Et enfin, ils ont décrit une autre nouvelle espèce, c'est Teredensis, qui vient de la Sierra Terreda. Alors là, je suis désolé, je me suis trompé, le cercle, il doit être à ce niveau-là plutôt. Et donc, ils en ont fait en fait des anciennes populations d'Ertozensis qui étaient au niveau du port de Beteta, au niveau de Cuenca, au niveau de la Sierra de Segura et au niveau de la Sierra de Tejeda. Ils en avaient fait dans leur public 4 espèces distinctes. Pour le coup, moi je considère juste qu'il y a Dertozensis, Abeteta, Asegura et Atejeda et Casperensis au niveau de Cuenca. Franchement, entre Teredensis, Subméditerranea et Dertozensis, je ne vois pas de différence. Et c'est là, en fait, que les données moléculaires deviennent problématiques. C'est qu'ils ont sûrement décrit ces espèces-là à partir de données moléculaires. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des petites différences au niveau génétique et ils ont essayé tant bien que mal de trouver des différences au niveau morphologique. Mais franchement, des différences qui ne tiennent pas du tout la route, je trouve. Enfin, c'est l'espèce qui va sortir d'ici quelques mois. Je sais qu'elle a été soumise. C'est la grassette de la Sierra obscura. Là encore, une espèce qui se rapproche énormément d'Oblongiloba. Mais vous voyez que les feuilles sont très différentes. En général, elles sont rouge foncé. Alors, je suis désolé pour la qualité de la photo, c'est que ça, c'est des photos qui datent de l'expédition d'Alfred Lowe au tout début des années 90, si j'ai bonne mémoire. Donc, autant dire des vieilles photos sur de l'argentique. On n'a pas de numérique à l'époque. D'où la qualité qui sort malheureusement assez mal sur un ordinateur. Mais là, vous avez une photo en numérique d'une fleur, par exemple. Très distinctive, vraiment, de Obongiloba, à laquelle elle s'apparente énormément. Et enfin, pour vous montrer qu'il en existe d'autres, et même dans nos contrées, on a une grassette qui pousse dans les Alpes-Maritimes, que certains apparentent à Apuana, mais dont je pense que l'origine est plutôt hybride entre Rachenbachia et Vulgaris, notamment quand on voit ces feuilles d'été qui sont plus allongées que les feuilles de printemps, donc qui viendraient en fait de Rachenbachia. On a aussi une autre petite espèce, mais que je suppose plutôt hybride au niveau de Cuenca. Donc, je vais travailler dessus et je vous tiendrai au courant. Dans l'Écosse, on a quelque chose qui se rapproche de Cosensis, mais aussi de Grandiflora par certains aspects. Donc là aussi, des données très préliminaires. Et enfin, quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, qui est la pinicula de Gérèse, vraiment au nord-ouest, au nord-est, pardon, du Portugal. Que dire de plus? Ça se ressemble énormément à du Grandiflora, quoique par une corolle qui est très fermée, ça pourrait se rapprocher de Scully, même si dans ce coin-là, on n'a pas de vulgaris. Donc, quelle est cette plante un petit peu particulière? Pour l'instant, on n'en a aucune. Bien sûr, il y a d'autres espèces qui vont arriver, notamment au Mexique. J'en ai quelques-unes dans les cartons à sortir prochainement. Mais du coup, voilà, je ne peux pas en dire plus, mais on peut s'attendre encore à une dizaine d'espèces qui nous montreraient probablement à 110, entre 110 et 130 espèces de grassettes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup. C'était super intéressant. C'était vraiment cool. Alors moi, j'ai à peu près 200 000 questions, mais je vais essayer de Ouais. me limiter un petit peu. Il y a une question de Sébastien qui dit comment on fait pour savoir qu'il ne s'agit pas d'un hybride, mais d'une espèce quand tu trouves une nouvelle plante dans la nature comme ça qui a l'air de correspondre à rien. Comment on fait pour savoir que c'est une nouvelle espèce et pas un hybride en fait entre deux espèces déjà existantes? Alors, on a soit les hybrides stériles, et alors là, c'est extrêmement facile parce qu'ils sont stériles, donc forcément, c'est un hybride.
Soit on a ce qu'on appelle les hybrid swarms, c'est-à-dire les hybrides en essaim, je crois qu'on appelle ça en français, qui sont des populations avec des variations qui vont de un parent à l'autre parent. En fait, on a tous les intermédiaires entre. Et elles produisent des graines aussi. Et donc, en fait, quand on voit vraiment une variabilité énorme qui relie un parent au deuxième parent, en général, on est sûr de tomber sur un hybride. Est-ce que les données génétiques, c'est ce qu'il y a de mieux, mais qu'à l'heure actuelle, elles sont très, très mal exploitées pour montrer que ce sont des hybrides. Et puis après, on a parlé aussi du nombre de chromosomes tout à l'heure, qui est un autre argument. Mais quand les deux parents ont exactement le même nombre de chromosomes, c'est là où ça devient compliqué de le montrer. Ouais, moi, ça, c'est une des questions que je me pose vraiment en taxonomie. C'est, enfin, comment dire, dès que tu as des populations différentes, tu vas forcément avoir des différences un peu phénotypiques, un peu Oui. phylogénétiques, génétiques, etc. À partir de quand tu peux dire vraiment, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a une espèce de distance génétique à partir de laquelle on peut se dire, bon, bah là, c'est suffisamment différent génétiquement, donc c'est une espèce différente, même si ça se ressemble beaucoup dans l'apparence. Et inversement, est-ce qu'il n'y a pas des caractères phénotypiques qui vraiment permettent de dire, bon, bah ça, c'est deux espèces différentes, c'est sûr, même si peut-être génétiquement, elles sont assez proches, en fait. Comment on fait pour se dépatouiller dans ce genre d'informations? Alors en fait, je pense qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens. On a des espèces distinctes, en général, qu'on a des caractères morphologiques qui sont distincts, et que la génétique, la distance génétique, elle marque juste le transfert de gènes d'une population à l'autre. Donc on peut avoir des espèces distinctes qui ont exactement les mêmes caractères morphologiques, simplement parce qu'il n'y a pas de transfert de gènes d'une population à une autre. Je sais qu'en Corse, par exemple, sur certaines espèces de rosiers, on n'a pas de. Pourtant, elles poussent dans des vallées qui sont voisines, mais les insectes ne peuvent pas passer les hautes montagnes entre les vallées. Donc, les populations entre chacune des vallées sont en train de s'isoler génétiquement et donc arriveront à terme sur des espèces distinctes, vraiment distinctes. La génétique, elle marque plutôt le transfert de gènes entre populations plutôt que la distance entre deux espèces. Ok, ok. J'ai une question de Boris qui dit concernant les cas de figures comme Casperiana dertosensis, toutes les descriptions tendent à nommer de nouvelles espèces, mais je n'ai pas d'exemple de description de sous-espèces. Pourquoi les gens, en gros, les rangent pas enfin, les nouvelles populations qui sont trouvées comme des sous-espèces et tendent plutôt à les décrire comme des nouvelles espèces? Le prestige, tout simplement, parce que ça, L'ego du descripteur. c'est mieux. Ah bah oui, pour certains, oui, il y a carrément un ego surdimensionné, ça c'est clair. Quoique chez les grassettes, bon, on a quand même moins ce souci-là que chez les orchidées, par exemple. Mais l'autre chose qu'il faut voir, c'est bah, malheureusement comment fonctionne la science. En français, on pourrait dire c'est publier ou périr, publier ou mourir. C'est-à-dire qu'il va falloir publier énormément de nouvelles choses pour espérer avoir des financements de l'État. Et donc, quand on publie des nouvelles espèces, ben, ça apportera, on va dire, plus d'argent que si on publiait des simples formes ou des simples variétés. Ça peut être aussi une explication. Ah oui, c'est un peu moins sexy de décrire des sous-espèces ou des variétés, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Écoute, enfin, il y a encore deux, trois questions de culture, puis je pense qu'après on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un peu plus, ça fait 1 heure pile, donc je pense que Ouais. c'est pas mal. Deux, trois petites questions de culture pour changer un peu de la génétique et de la taxonomie. Oui, bien sûr. Euh, il y avait une question, faut-il garder les Pinguicula mexicaines à bulbe totalement au sec l'hiver où une légère humidité serait favorable? Par exemple, Medusina, Heterophylla, Calderoniae, etc. Médusina et Thérophila, oui, il vaut mieux les garder à sec. Elles ont tendance à pourrir assez facilement si elles sont trop à l'humidité. Calderonnier, alors c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que je trouve que c'est une espèce qui n'aime pas trop avoir les pieds dans l'eau, mais qui demande une humidité atmosphérique assez importante quand même. Ok. Merci. Et alors, attends, je cherche. Il y avait une question qui était intéressante aussi de Sébastien.
qui dit, en gros, pour toi, est-ce une erreur de cultiver certaines pinguicula à l'horizontale plutôt qu'à la verticale? Ou en gros, ouais, est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'il y a, en fait, il y a pas mal de pinguicula qui poussent vraiment sur des pentes rocheuses, etc. Est-ce que c'est vraiment bénéfique de les cultiver comme ça à la verticale plutôt qu'à l'horizontale? J'avoue, il n'y a pas de recette miracle en fait, hein. J'en vois qui cultivent très bien, par exemple, caldéronnier sur l'horizontale. Ça marche très bien pour eux. Donc, tant que ça marche, on a envie de dire autant le faire, quoi. Parce que faire un truc vertical, c'est quand même beaucoup plus contraignant. Pour avoir eu un mur à pinicula, c'est énormément d'entretien. Par contre, en pot, ça demande trois fois rien. Ok, bah merci. Écoute, moi j'ai une dernière petite question. À quel moment, tu sais, par exemple, quelqu'un décrit une nouvelle espèce, Ouais. à quel moment, en faisant une nouvelle publication, par exemple, si toi tu écris une nouvelle publication qui dit, bah non, cette espèce, c'est plutôt un synonyme d'une autre espèce, à partir de quand, en fait, on choisit qui a raison, entre guillemets? Est-ce que c'est une nouvelle espèce ou est-ce que, bah, du coup, la dernière publication, entre guillemets, fait foi quand, si par exemple, toi, tu dis que c'est juste un synonyme, c'est quoi? C'est juste l'usage ou comment ça se passe? Alors, c'est vrai que j'ai utilisé le terme de bonne ou de mauvaise espèce. Alors, plutôt, on va parler d'espèces valides ou non valides, mais alors là, c'est juste un principe de taxonomie. Je peux même prendre une grandiflora, tout ce qui est plus banal, lui coller un nouveau nom, tant que c'est publié validement. Le nom est valide, il n'y a aucun souci. Reste que, est-ce que la communauté scientifique, on va dire, va accepter ce nouveau nom? Pas forcément. Mais du coup, le nom restera valide quand même. Là, pour dire si c'est une espèce à part entière ou un synonyme, déjà, c'est propre à chacun de se faire son opinion. Et après, on va dire que c'est le plus grand nombre derrière qui prédomine, quoi. Là, en 2016, on a sorti ce bouquin où on a synonymisé certains noms. Certains ont adhéré à ce qu'on a dit, d'autres n'ont pas du tout adhéré. Donc après, c'est vraiment propre à chacun. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toute la présentation. Il y a eu vraiment pas mal de questions dans le chat aussi, c'était vachement cool. Et ça fait plaisir, ça change un peu des autres présentations qu'on a eues, je trouve ça vachement intéressant. Et bah voilà, écoutez, merci à toi, Émeric, pour cette super présentation et merci aux gens qui ont C'est pour posé plein de l'invitation. questions. C'était vraiment très intéressant. Et puis bah, j'imagine que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions aussi sur ton Facebook ou sur une adresse mail. Je ne Bien sais pas entendu. si tu en as une. Sur ton Facebook, c'est Émeric Rochia, Voilà, simplement. R-O-2-C-I-A, si jamais. Mm. Et puis voilà, écoutez, je pense qu'on va se... Ah non, une dernière question de Sébastien. Allez, c'est bien parce Ouais. que c'est lui. Les nouvelles espèces sont-elles déjà en culture? Enfin, certaines des espèces qui ont été décrites là. Alors, on peut les passer en revue rapidement. Hop, je vais faire différemment, ça ira plus vite. Est-ce que c'est partagé ou pas, Arthur, à l'écran? Oui, 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 c'est toujours partagé, ouais. Ok. Alors, l'attendier, je crois qu'elle n'est pas en culture. Si, peut-être chez certains Italiens. Australandina, oui. Nahuelbutensis, oui. Pygmaea, je sais qu'elle a été en culture. Bon, là, c'est une photo de culture, par exemple, chez les Allemands. Mais je ne sais pas si elle perdure à l'heure actuelle. Casperi, j'en ai reçu des graines, mais je n'ai pas arrivé à la faire germer. Michoacana, je crois qu'elle est en culture au Mexique, mais est-ce qu'elle a débordé du Mexique? Je suis incapable de le dire. Zedoscana, elle est en culture. Robertiana, elle est en culture. Olmeca, je crois que non. Saita Benzis, elle est en culture, ça c'est sûr. Zamujoana est en culture, ça aussi. Hondurensis, non, parce qu'elle n'a été vue que pour la description, tout simplement. Simulance, elle est en culture. Byzendis, je crois que non. Si, peut-être sporadiquement à Iéna, mais je ne suis pas sûr que Iéna conserve encore beaucoup de grassettes. Moanensis, il me semble qu'elle n'est pas en culture. Orthoceras, on ne l'a pas revue. Bustamanta, ça c'est sûr qu'elle est en culture. Là, ce sont d'ailleurs des photos de mes plantes. Rosemarie, je crois qu'il y a eu des essais. C'est Thilo, hein, Thilo Henning, je crois. C'est un Allemand, il me semble qu'il avait ramené des graines.
Casperiana, c'est sûr qu'elle est en culture. Subméditerranea, oui. Terretensis, oui. Sierra Obscura, elle est en culture aussi. Alpes-Maritimes, je l'ai en culture. Cuenca, je crois qu'il en reste quelques-unes. Euh, Celle d'Écosse, malheureusement, je crois que j'ai tout perdu à cause d'un champignon. Et Jerez, je crois qu'elle n'est pas, elle n'a jamais été en culture, il me semble. Et voilà. Ok, allez, toute dernière question parce qu'elle est intéressante et après on arrête, promis. Question de Boris qui dit, question très générale, est-ce qu'on a de la diversité génétique en culture sur les pinguicula? Je n'ai pas l'impression qu'on croule sous la diversité comparé au Sarracenia par exemple, mais je ne connais pas bien. Non, non, on a assez peu de diversité, puis c'est souvent un tout petit lot de graines qui arrivent en culture. Et ensuite, malheureusement, on en perd déjà beaucoup. Les semis, ça se perd beaucoup. On n'a que quelques plantes qui arrivent à l'état adulte et on croise ces quelques plantes. Donc, on a extrêmement peu de diversité génétique chez les grassettes. Ça, c'est clair. Ok, ben merci beaucoup. Et Ouais. merci Emeric encore une fois, c'était vraiment super. Et merci à tout le monde. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc vous pourrez retrouver le live si jamais vous avez raté des morceaux sur la page Dionée Antenne Aura. Et puis on va le mettre sur la page YouTube de l'association Dionée dans quelques temps, quoi. Donc, voilà, ben, merci tout le monde. Et puis à la prochaine. Ciao, Au merci revoir. Emeric.